Je m'appelle Chloé, j'ai 30 ans, et je n'oublierai jamais la nuit où mon frère a essayé de m'humilier devant toute notre famille. Imaginez la scène, une réunion de famille tendue dans la vieille maison de notre grand-père dans le Marais. Tout le monde était rassemblé autour de la table de la salle à manger. Mon frère s'est levé, tout suffisant, et a déclaré qu'il doublait mon loyer pour le porter à 8 300 € par mois. 8 300 €. Il s'est penché, avec un sourire en coin, et a dit, « Il fallait que tu saches quelle est ta place de parasite. » La pièce a éclaté en exclamations de surprise. Certains cousins ont même ri. Je sentais tous les yeux braqués sur moi, attendant que je craque. Mais je ne l'ai pas fait. J'ai simplement souri, hoché la tête, et sorti mon téléphone. J'ai envoyé un seul texto. 30 minutes plus tard, la porte d'entrée a grincé en s'ouvrant, et un homme est entré. Le visage de mon frère est devenu blême, plus blême que l'hiver parisien au dehors. Ses mains tremblaient en agrippant ses graphiques sophistiqués, et la pièce est tombée dans un silence de mort. Qu'est-ce que je savais qu'il ignorait? Restez à l'écoute pour le découvrir, car ce n'était que le début. Si vous avez déjà été sous-estimé par quelqu'un qui pensait avoir le dessus, laissez un cœur dans les commentaires, cliquez sur le bouton s'abonner, et partagez votre histoire ci-dessous. Laissez-moi vous ramener à ce mardi soir pluvieux dans le Marais, à Paris, qui a bouleversé ma famille. En grandissant, j'ai toujours eu l'impression de vivre dans l'ombre de mon frère. Durant notre enfance à Paris, il était l'enfant prodige, que des mentions très bien, capitaine de l'équipe de débat, destinée à la grandeur. À 30 ans, il était monté au poste de directeur marketing dans une grande entreprise du centre-ville, empochant un salaire conséquent et tous les éloges de la famille. Moi? J'étais l'autre, celle qui joignait les deux bouts avec difficulté en tant que gestionnaire immobilière indépendante. J'adorais mon travail, trouver des locataires, rénover de vieilles locations dans le Marais, faire en sorte que les espaces ressemblent à un foyer. Mais pour notre famille, ce n'était pas grand-chose. À chaque fête, quelqu'un me donnait un petit coup de coude en disant « Pourquoi ne vises-tu pas plus haut, comme ton frère ?» Ma tante se vantait de sa dernière promotion. Mon oncle hochait la tête en sirotant son café. Même mes cousins, avec leurs emplois tapas accent grave-l'œil dans le design et la vente, me lançaient des regards apitoyés, comme si je gâchais ma vie. Je ne laissais pas cela m'atteindre. Du moins, j'essayais. Je souriais et changeais de sujet, mais ça piquait. Ce que personne ne savait, c'est tout ce que j'avais appris de grand-père Charles. Il avait possédé quelques propriétés dans le Marais, y compris la vieille maison de ville que nous aimions tous. Avant de décéder, il me faisait asseoir et parlait de l'immobilier comme s'il s'agissait d'une partie d'échecs, stratégie, patience, et connaître ses coups. Mon frère, en revanche, pensait que cela consistait simplement à percevoir des loyers. Après la mort de grand-père, la famille l'a mis en charge de la maison de ville. Il s'occupait des baux, de l'entretien, de tout. Il m'a même fait un prix pour mon appartement d'une chambre, 2 800 € par mois, 450 € de moins que le prix du marché. J'étais reconnaissante, mais je sentais qu'il voyait cela comme de la charité, une faveur pour la sœur inférieure. Il m'appelait, la voix suintant la supériorité, pour me rappeler à quel point j'étais chanceuse. De rien pour la réduction, disait-il, comme si je lui devais ma vie. Une fois, lors d'un barbecue familial, il s'est vanté de ses compétences en gestion pendant que je restais là, un soda à la main, en me mordant la langue. Mes cousins ont ricané, et ma tante lui a tapoté le dos. Il n'y avait pas que lui. Tout le monde supposait que je me la coulais douce, que je m'en sortais à peine. Il ne savait pas la moitié de l'histoire. Grand-père m'avait appris plus que des anecdotes. Il m'avait laissé quelque chose que personne d'autre ne connaissait, quelque chose que j'ai gardé secret jusqu'au bon moment. Je n'étais pas juste une indépendante avec un appartement bon marché. Je jouais sur le long terme. Chaque fois que je traversais le Marais, je passais devant la maison de ville et je sentais les leçons de grand-père dans mes os. Mon frère pensait qu'il menait la danse, mais il n'avait aucune idée de ce que j'avais bâti. J'avais passé des années à apprendre les tenants et les aboutissants de l'immobilier, les permis, les rénovations, les lois sur les locataires, tout ce qu'il ignorait en courant après son bureau d'angle. Il m'envoyait des textos sur les retards de loyer ou les réparations, agissant comme si j'étais un fardeau. Une fois, il a même suggéré que je trouve un « vrai travail » pour me payer un meilleur endroit. Je hochais simplement la tête, sans dévoiler mon jeu. Mes cousins chuchotaient sur ma vie simple, et mon oncle me demandait si j'avais besoin de conseils de carrière. Je ne discutais pas. Je les laissais penser ce qu'ils voulaient.
Ce mardi-là, je suis entré dans la vieille maison de grand-père Charles pour la réunion de famille, me préparant aux comparaisons habituelles. La réunion de famille ce jour-là a commencé comme n'importe quelle autre, tendue, avec tout le monde feignant de bien s'entendre. Je me suis assise à la longue table de la salle à manger, sentant le poids d'une douzaine de paires d'yeux. Mon frère s'est levé, ajustant sa cravate comme s'il s'apprêtait à faire une présentation à un conseil d'administration. Il a brandi un graphique brillant, du genre de ceux qu'on voit dans une présentation d'entreprise, et a commencé à parler des ajustements du marché pour les locations de la maison de ville. Sa voix était tranchante, confiante, comme si l'endroit lui appartenait. Puis il s'est tourné vers moi, son sourire froid, et a annoncé qu'il augmentait mon loyer à 8 300 € par mois, le triple de ce que je payais. « Il faut que tu saches quelle est ta place de parasite », a-t-il dit, laissant le mot en suspens dans l'air. La pièce a explosé d'exclamations de surprise. Ma tante a laissé échapper un rire sonore, se couvrant la bouche trop tard. Mon oncle s'est agité mal à l'aise, évitant mon regard. Mes cousines deux filles dans leur tenue de créateur tape à accent grave-l'œil et deux gars avec des sourires suffisants n'ont pas pu retenir leur rire. L'un d'eux, un gars en blazer chic, s'est penché et a murmuré quelque chose à sa sœur, qui a gloussé plus fort. J'ai senti la chaleur monter dans ma poitrine, mais je n'ai pas bronché. J'avais entendu pire de cette foule. Au lieu de cela, je me suis adossé, j'ai croisé les bras et j'ai fait un petit hochement de tête, comme si je prenais simplement note. Mon frère a continué, agitant son graphique comme un drapeau de victoire, soulignant comment le marché locatif de Paris justifiait sa décision. 2800 € était une faveur, a-t-il dit, son ton dégoulinant de pitié. Il est temps de grandir. Ma tante a acquiescé, ses boucles d'oreilles scintillant alors qu'elle approuvait l'idée d'équité. Une cousine, une fille avec un carré court, a ajouté « Oui, tu ne peux pas t'attendre à des cadeaux éternellement. » L'autre fille a souri en sirotant son vin. Les gars ont échangé des regards comme s'ils étaient dans la confidence d'une blague privée. Mon oncle a finalement parlé, marmonnant quelque chose sur le fait qu'un amour vache était bon pour moi. Je n'ai pas argumenté. Je n'en avais pas besoin. J'ai sorti mon téléphone de ma poche, le gardant bas sous la table. Mes doigts ont bougé rapidement, tapant un court message à Antoine, mon assistant. Il était à proximité, et je savais qu'il serait prêt. J'ai appuyé sur envoyer et j'ai rangé le téléphone, mon visage toujours calme, presque ennuyé. Mon frère était en plein milieu d'une phrase, prêchant la responsabilité, quand ma tante est intervenue à nouveau, disant que je devrais prendre mes responsabilités, comme il l'avait fait. Les cousins continuaient de ricaner, lançant des commentaires sur mon petit boulot d'indépendante et comment je n'égalerais jamais le succès de mon frère. Je les ai laissés parler, leur voix se fondant en un bourdonnement. J'avais passé des années à encaisser leurs piques, leurs suppositions que je me la coulais douce. Ils ne savaient pas ce que je savais. Ils ne savaient pas ce que grand-père m'avait donné, ce que j'avais construit avec. Mon frère est passé à un autre graphique, pérorant sur la valeur des propriétés dans le Marais. Il aimait le son de sa propre voix, aimait la façon dont la famille buvait ses paroles. J'ai jeté un coup d'œil autour de la table, observant leurs visages, suffisants, apitoyés, ou tout simplement amusés. Ils pensaient que c'était mon point de rupture, le moment où j'allais enfin craquer sous leur jugement. Mais je ne craquais pas. J'attendais. Mon téléphone a vibré doucement dans ma poche. Une réponse d'Antoine. Je ne l'ai pas vérifié. Je n'en avais pas besoin. Je savais qu'il était en route, et je savais ce qu'il apportait. Les graphiques de mon frère, son sourire suffisant, toute sa performance, tout cela était sur le point de ne plus rien signifier. Alors que Jérôme agitait ses graphiques autour de la table antique de grand-père, j'ai jeté un coup d'œil à mon téléphone, sachant la vérité qu'il ignorait. Alors que la réunion de famille s'éternisait, je suis resté assise tranquillement, mon esprit revenant à 3 ans en arrière. Grand-père Charles avait toujours été mon plus grand soutien, la seule personne qui voyait en moi quelque chose que le reste de la famille ne voyait pas. Pendant que mon frère était occupé à courir après les promotions, je passais des heures avec grand-père dans son bureau du Marais, à écouter ses histoires sur l'immobilier. Il se penchait en arrière dans sa chaise qui craquait, les yeux brillants, et parlait de la propriété non pas comme de simples briques et mortiers. C'était du pouvoir, un héritage, une façon de déjouer le monde. Ne laisse personne te dire ce que tu vaux, Chloé, disait-il en se tapotant la tempe. Joue sur le long terme. J'ai absorbé chaque mot, apprenant sur les baux, les lois de zonage, et la force tranquille de posséder quelque chose que personne ne pouvait vous enlever.
Quand grand-père est décédé, j'ai été anéanti. Mais ensuite, j'ai reçu un appel de son avocat. Il m'avait laissé quelque chose que personne d'autre ne savait. Ni mon frère, ni ma tante, ni mon oncle, ni mes cousins. Un héritage secret, 1 400 000 €, caché dans un compte privé. C'était sa façon de parier sur moi, sa façon de dire qu'il croyait que je pouvais faire plus que simplement suivre l'ombre de mon frère. Je n'ai rien dit à personne. Au lieu de cela, je me suis mis au travail. J'avais étudié le marché du marais pendant des années, observant les prix grimper, apprenant à repérer une bonne affaire. Avec l'argent de grand-père et un prêt bancaire, j'ai acheté la maison de ville familiale, celle-là même où nous étions assis maintenant par le biais d'une société à responsabilité limitée que j'avais créée. C'était un petit bâtiment historique, 4 unités, y compris l'appartement terrasse que mon frère louait. Il pensait qu'il le gérait, percevant les loyers, signant les baux, se comportant comme le grand Manitou. Il n'avait aucune idée que j'en possédais chaque mètre carré. Je ne l'ai pas acheté pour prouver quelque chose. Je l'ai acheté parce que grand-père m'a appris à anticiper, à construire quelque chose de réel. La création de la société à responsabilité limitée n'a pas été facile, paperasse, frais juridiques, réunions avec des comptables. Mais j'ai adoré chaque seconde. J'ai gardé le secret, laissant mon frère croire qu'il était aux commandes. Il m'envoyait des courriels sur les problèmes de locataires ou les coûts d'entretien, toujours avec ce ton condescendant, comme si j'étais chanceuse de vivre dans son immeuble pour 2800 € par mois. Mes cousins laissaient entendre lors des dîners de famille que je devrais être reconnaissante de sa générosité. Ma tante a un jour qualifié cela de « super affaire », comme si je ne pouvais pas survivre sans. Je souriais simplement, hochais la tête, et gardais mon secret. La société à responsabilité limitée était mon bouclier, ma preuve que je n'étais pas l'échec qu'il pensait. De retour à la Réunion, mon frère agitait toujours ses graphiques, prêchant sur les prix du marché et la responsabilité. La famille acquiesçait, leur rire suite à sa pique sur le « parasite » résonnant encore à mes oreilles. J'ai de nouveau regardé mon téléphone, vérifiant l'heure. J'avais envoyé un texto à Antoine il y a 10 minutes, juste après la grande annonce de mon frère. Antoine était mon assistant, vif et fiable, toujours prêt à me soutenir. Il connaissait la vérité sur la maison de ville, et il avait les documents pour le prouver, acte de propriété, contrat, tout tamponné et signé. J'ai tapé un dernier message, apporte le dossier maintenant. Puis je me suis adossé, le cœur calme, le visage impassible. Ils pensaient m'avoir acculé, mais ils avaient tort. Je n'étais pas seulement une locataire dans l'immeuble de grand-père. J'étais la propriétaire, et mon frère était sur le point de le découvrir. 15 minutes se sont écoulées sur la vieille horloge de grand-père. Puis, j'ai entendu des pas sur le porche qui craquait à l'extérieur. L'air dans la maison de grand-père dans le marais s'est épaissi lorsque la porte d'entrée s'est ouverte. Antoine, mon assistant, est entré, ses chaussures cirées claquant sur le parquet. Il portait un élégant dossier noir, son visage calme mais concentré, comme s'il avait fait cela 100 fois. Les bavardages de la famille se sont arrêtés net. Mon frère s'est figé au milieu d'une phrase, ses précieux graphiques toujours en main, ses yeux se dirigeant vers Antoine. Je suis restée assise, mon expression vide, observant la pièce changer. Antoine s'est dirigé droit vers la table de la salle à manger et a posé le dossier avec un bruit sourd. Chloé m'a demandé d'apporter ceci, a-t-il dit, sa voix stable, en me tendant les documents. J'ai ouvert le dossier, révélant une pile de papiers, actes de propriété, contrats, tous estampillés au nom de la société à responsabilité limitée. La première feuille portait mon nom en tant que seul propriétaire de la maison de ville. La mâchoire de mon frère s'est crispée. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» a-t-il lancé, sa voix se brisant juste assez pour trahir sa panique. J'ai fait glisser l'acte de propriété sur la table, le laissant parler de lui-même. « Je suis la propriétaire de l'immeuble, Jérôme, » ai-je dit, mon ton égal, presque doux. Chaque unité, y compris ton appartement terrasse. La pièce est devenue silencieuse, à l'exception d'un hoquet de surprise de ma tante. Mes cousins ont échangé des regards écarquillés, leur sourire en coin d'auparavant ayant disparu. Mon oncle s'est penché en avant, plissant les yeux sur les papiers, tandis que ma tante serrait son collier, son visage pâle. Mon frère a saisi l'acte, sa main tremblant en le parcourant. « Ça ne peut pas être légal », a-t-il balbutié, feuilletant les pages. « Je gère cet endroit. Je saurai si tu... » Il s'est interrompu, réalisant que la famille regardait, leur chuchotement commençant à se propager.
Grand-père m'a laissé assez pour l'acheter il y a 3 ans, ai-je dit, gardant mes yeux sur lui. Je l'ai fait par le biais d'une société à responsabilité limitée. Tu l'as géré pour moi, pas pour la famille. Ma cousine Léa a toussé, s'agitant sur sa chaise. Théo, l'un des gars, a marmonné quelque chose dans sa barbe, mais je n'ai pas compris. Ma tante a essayé de parler, puis s'est arrêtée, les lèvres pincées. Le visage de mon frère est devenu rouge. Tu mens, a-t-il dit, mais sa voix vacillait. Il s'est tourné vers Antoine, pointant un doigt. Tu l'as aidé à falsifier ça, n'est-ce pas? Antoine n'a pas bronché. Vérifiez les signatures, a-t-il répondu froidement. Tout est authentifié par un notaire. Mon oncle a pris un contrat, le front plissé, et a hoché lentement la tête, comme s'il ne pouvait nier la vérité. Je me suis penché en avant, ma voix basse mais ferme. Voici le marché, Jérôme. Le loyer de ton appartement terrasse est maintenant de 16 500 € par mois, avec effet immédiat. C'est le prix du marché, le double de ce que tu paies actuellement. Ses yeux se sont écarquillés, sa bouche s'est ouverte, mais aucun mot n'est sorti. Tu ne peux pas te le permettre, n'est-ce pas? Ai-je ajouté, laissant l'ironie s'installer. Il avait triplé mon loyer à 8 300 €, pensant pouvoir me chasser. Mais son propre revenu, aussi fantaisiste soit-il, ne pouvait pas couvrir 16 500 € après impôts et son style de vie tape à accent grave l'œil. Les chuchotements de la famille se sont fait plus forts. Avril, une de mes cousines, a murmuré, elle est sérieuse. Jean, un autre cousin, a secoué la tête, stupéfait. Ma tante a regardé mon oncle, qui fixait simplement la table, sans voix. Jérôme a réessayé, sa voix désespérée. Tu ne peux pas simplement changer le bail comme ça. Il y a des lois. J'ai incliné la tête, imperturbable. C'est un bail au mois, Jérôme. J'ai vérifié avec mon avocat. Je peux l'augmenter avec un préavis de 30 jours. Antoine a hoché la tête, sortant un autre document, un contrat de location avec la signature de Jérôme. La pièce semblait rétrécir, les yeux de la famille passant de moi à mon frère. Ils avaient ri quand il m'avait traité de parasite, mais maintenant ils le remettaient en question. Je n'avais pas besoin d'en dire plus. Le papier disait tout. 2 semaines plus tard, de retour dans mon bureau du Marais, je regardais les notifications affluer suite aux retombées. Mon téléphone vibrait de textos et de courriels, principalement de la famille. Certains suppliants, certains en colère, mais je rejouais encore le moment où j'ai retourné la situation contre Jérôme. Ce soir-là à la réunion, après avoir exposé les documents de propriété, je n'avais pas terminé. J'ai regardé droit dans les yeux mon frère, son visage toujours figé par le choc, et j'ai lâché la vraie bombe. Jérôme, ai-je dit, ma voix tranchant le silence tendu de la pièce. Tu payais 8 300 € par mois pour cet appartement terrasse. Une aubaine, vraiment, puisque le prix du marché dans le Marais est de 16 500 €. Ses yeux se sont écarquillés, et les murmures de la famille se sont tus. Je me suis penché en avant, mes mains jointes. Tu as eu une réduction de 50%, tout comme celle que tu m'as accordée. C'est drôle que tu n'aies pas mentionné ça quand tu m'as traité de parasite. La pièce avait l'air de pouvoir imploser. Ma tante, Pascal, serrait son sac à main, ses jointures blanches. Oncle Roland, habituellement si silencieux, a toussé et détourné le regard. Mes cousins Léa, Avril, Théo, et Jean étaient assis, rigides, leur confiance antérieure disparue. Jérôme a balbutié, ce n'est pas comment as-tu. Mais je l'ai interrompu. Je suis la propriétaire de l'immeuble, ai-je dit. Je connais chaque bail, chaque accord. Tu n'es pas le seul à avoir bénéficié d'une faveur. J'ai jeté un coup d'œil à la famille, laissant cela s'installer. Tante Pascal et oncle Roland avaient aussi des loyers réduits, mais mes cousins payaient le plein tarif du marché. Le visage de Léa a tressailli comme si elle faisait le calcul. Théo s'est agité, la mâchoire serrée. Il ne le savait pas, et maintenant il se demandait qui d'autre avait eu un accord. J'en ai fini avec les réductions, ai-je annoncé, mes yeux rivés sur Jérôme. Ton loyer est de 16 500 € par mois maintenant, à partir du mois prochain. Paie-le, ou tu es dehors dans 30 jours. Sa bouche s'est ouverte, mais aucun son n'en est sorti. Il gagnait peut-être 9 000 € par mois après impôt. Avec ses paiements de voiture, ses dîners chics et ses costumes de créateur, 16 500 € était un rêve inaccessible. Il le savait, et moi aussi. Tu ne peux pas faire ça,
a-t-il finalement étranglé, sa voix tremblante. Tu es ma sœur. J'ai incliné la tête, mon expression froide. Et tu étais mon frère quand tu as triplé mon loyer à 8300 €. C'est de bonne guerre, non? L'ironie l'a frappé comme une gifle. Il avait essayé de m'évincer, pensant que j'étais sans défense, mais maintenant c'était lui qui était piégé. Tante Pascal a rompu le silence, sa voix aiguë. Chloé, vas-tu augmenter le loyer de tout le monde? Je me suis tourné vers elle, calme comme jamais. Pas tout le monde. Je vais revoir les baux au cas par cas. Certains d'entre vous pourraient conserver leur réduction s'ils en ont besoin. Je n'ai pas cité de nom, mais oncle Roland, retraité et avec un revenu fixe, s'est légèrement détendu. Léa, qui venait de se vanter de son nouveau condo, semblait mal à l'aise. Avril a murmuré quelque chose à Jean, qui a secoué la tête. Il commençait à voir la situation dans son ensemble. Jérôme n'était pas le seul à m'avoir sous-estimé, mais c'est lui qui en payait le prix. Jérôme a essayé une dernière fois, sa voix basse, presque suppliante. Nous pouvons en parler en privé, a-t-il dit. J'ai secoué la tête. Non, Jérôme. Tu as rendu cela public en apportant tes graphiques. Maintenant, tu dois vivre avec. Le silence stupéfait de la famille était assourdissant. Ils avaient ri de moi, pris son parti, mais maintenant ils voyaient la vérité. Je détenais les clés, littéralement. À la Toussaint, la famille s'est de nouveau réunie dans la maison de grand-père, mais le silence pesait plus lourd que l'odeur du repas. Les retombées de la dernière réunion avaient mis tout le monde sur les nerfs. Jérôme avait passé les 2 dernières semaines à faire exploser mon téléphone, laissant des messages vocaux qui commençaient par des excuses et se terminaient par des supplications pour parler en privé. Chloé, je suis désolé, d'accord? Avait-il dit dans l'un d'eux, sa voix plus douce que je ne l'avais jamais entendue. Je ne voulais pas te pousser comme ça. Pouvons-nous juste régler ça, toi et moi? Je n'ai pas rappelé. Il se présentait à mon bureau, traînant dehors avec un sourire nerveux, demandant 5 minutes pour renégocier. Je secouais simplement la tête et montrais les termes du bail, 16 500 € par mois pour son appartement terrasse. Aucune exception. Tu as 30 jours pour payer ou déménager, lui ai-je dit, ma voix plate. C'est la loi. Les règles du bail mensuel en France étaient claires, et je n'allais pas les enfreindre pour lui. Il a tout essayé. Il a envoyé de longs textos sur la loyauté familiale, a même mentionné le nom de grand-père, disant qu'il voudrait que nous restions unis. Je n'y ai pas cru. Il avait triplé mon loyer sans une seconde d'hésitation, pensant qu'il pouvait me harceler pour me faire quitter ma maison. Maintenant, il se démenait, son gros salaire mis à rude épreuve par son style de vie, prêts automobiles, vacances, costumes sur mesure. 16 500 € par mois était un mur qu'il ne pouvait pas franchir. À la fin des 30 jours, il a cédé. J'ai reçu un texto laconique de sa part disant qu'il avait trouvé un petit appartement d'une chambre dans une banlieue moins chère en dehors de Paris, lui coûtant probablement une fraction de ce qu'il avait payé pour l'appartement terrasse. Je n'ai pas répondu. Il avait fait ses choix, et j'avais fait les miens. Le reste de la famille n'était pas tiré d'affaire non plus. J'avais passé ces 2 semaines à examiner chaque bail de l'immeuble. Tante Pascal, oncle Roland, et quelques cousins étaient locataires, et j'ai envoyé de nouveaux avis par l'intermédiaire d'Antoine, mon assistant. Le plan était simple, une augmentation de loyer de 10% chaque année pour la plupart d'entre eux, à partir du mois prochain, pour rapprocher leurs tarifs de la valeur du marché. Le Marais n'était pas bon marché, et je ne dirigeais pas une œuvre de charité pour des gens qui avaient les moyens de payer. Mais j'ai fait des exceptions. Oncle Roland, retraité et joignant les 2 bouts avec une pension, a pu conserver sa réduction. Son loyer est resté à 2800 €, bien en dessous du marché. Je me suis souvenu qu'il était resté silencieux quand Jérôme s'en était pris à moi, ne se joignant jamais au rire. Cela comptait pour quelque chose. Tante Pascal, qui avait ricané au pic de Jérôme, a eu l'augmentation complète de 10%. Elle pouvait se le permettre avec ses économies. À la table de la Toussaint, la tension était palpable. Léa, l'une de mes cousines, picorait dans son assiette, évitant mon regard. Elle avait reçu un avis d'augmentation de loyer et n'était pas contente. 10%, c'est raide, Chloé, a-t-elle marmonné, à peine audible. J'ai haussé les épaules. Le marché augmente. Tu es toujours en dessous de la moyenne pour le Marais. Théo, un autre cousin, a essayé de détendre l'atmosphère, plaisantant sur le plat, mais son rire était forcé.
Avril et Jean, les autres cousins, gardaient la tête baissée, clairement conscients que leur beau était en cours d'examen. Tante Pascale, habituellement bavarde, était discrète, sa fourchette raclant son assiette. Oncle Roland, cependant, m'a fait un petit signe de tête, comme s'il appréciait la faveur que je lui avais accordée. Je n'ai pas souri en retour, mais j'ai remarqué. L'absence de Jérôme était la chose la plus bruyante dans la pièce. Il m'avait envoyé un texto ce matin-là disant qu'il ne pouvait pas venir, trop occupé à s'installer dans son nouvel endroit. Je m'en fichais. La famille savait qu'il avait déménagé, et les rumeurs à ce sujet s'étaient répandues. Il ne riait plus de moi. Au lieu de cela, il me regardait comme si j'étais une étrangère, quelqu'un qu'ils avaient sous-estimé pendant des années. Je n'ai pas jubilé. Je n'en avais pas besoin. Le pouvoir avait changé de camp, et il le sentait. Mon téléphone a vibré avec un message d'Antoine, confirmant que les avis de bail avaient été livrés. Je l'ai posé et j'ai pris une gorgée de vin, laissant le silence parler. En regardant en arrière depuis ma vue tranquille du marais, j'ai vu que le cadeau de grand-père Charles n'était pas seulement de l'argent. C'était le pouvoir de rester ferme. Le dîner de la Toussaint chez grand-père était différent cette année. La longue table était dressée avec tous les plats habituels, mais l'ambiance était tout sauf festive. Jérôme était assis au bout de la table, son assurance habituelle disparue, remplacée par une posture avachie et un regard fixé sur son assiette, les lèvres pincées. Il avait perdu son appartement terrasse, déménageant dans un appartement exigu d'une chambre dans une banlieue en dehors de Paris, bien loin du luxe qu'il avait affiché. Pire encore, son éclat professionnel avait pris un coup. L'histoire de notre drame familial avait fuité sur les réseaux sociaux. Quelqu'un, probablement un cousin, avait posté sur la réunion sur X, et cela s'était répandu. Des clients ont commencé à chuchoter, remettant en question son jugement. Un gros compte s'est retiré la semaine dernière, et il ne pouvait pas cacher le coup. Je n'avais pas pitié de lui. Il avait essayé de me briser, triplant mon loyer à 8300 €, pensant que je plierais. Au lieu de cela, j'avais retourné la situation, augmentant le sien à 16 500 € le prix du marché pour son précieux appartement terrasse. Il ne pouvait pas payer, pas avec son salaire mis à rude épreuve par des prêts et un style de vie qu'il ne pouvait pas soutenir. C'était la leçon, le manque de respect a un coût. On ne peut pas traiter quelqu'un de parasite, le pousser hors de chez lui, et s'en sortir indemne. Je n'avais pas besoin de jubiler. Les résultats parlaient d'eux-mêmes. La famille a aussi senti le changement. Tante Pascale gardait les yeux sur son verre de vin, son bavardage habituel remplacé par des gorgées nerveuses. Oncle Roland, que j'avais épargné des augmentations de loyer en raison de son revenu fixe, m'a adressé un « merci » discret avant le dessert. Mes cousins Léa, Avril, Théo et Jean parlaient à peine. Ils avaient tous reçu mes avis d'augmentation de loyer, 10% par an, et ils savaient que je ne bluffais pas Léa à essayer de faire la conversation sur la météo, mais sa voix s'est brisée, et elle a abandonné. Le silence était plus fort que n'importe quelle dispute que nous ayons jamais eue. Je ne m'étais pas adouci envers Jérôme. Il avait envoyé un autre texto d'excuses ce matin-là, court et prudent, comme s'il marchait sur des œufs. « Peut-on parler, Chloé ?» J'ai eu tort. Je n'ai pas répondu. J'avais déjà entendu ses excuses, ses supplications pour des accords privés, et j'en avais assez. Il n'y avait rien à réparer. Il avait franchi une ligne, et je n'étais pas là pour reconstruire les ponts qu'il avait brûlés. J'avais dit à Antoine, mon assistant, de cesser de me transmettre ses messages. Ma concentration était sur l'immeuble, maintenant évalué à 4 500 000 €, un témoignage de la foi de grand-père en moi. Je l'avais acheté avec son cadeau, 1 400 000 € secret, et je l'avais transformé en quelque chose de plus grand. C'était ma victoire, silencieuse, mais indéniable. Jérôme me regardait à peine de l'autre côté de la table. Quand il le faisait, ses yeux étaient fatigués, pas en colère. Il savait qu'il avait perdu plus qu'un appartement terrasse, il avait perdu le respect de la famille, le piédestal qu'il s'était construit. Je n'avais pas besoin de le dire. La chaise vide où il avait l'habitude de tenir le beau rôle, agitant ses graphiques, en disait assez. Mes cousins chuchotaient à son sujet quand ils pensaient que je n'écoutais pas, se demandant comment il s'en remettrait. Je m'en fichais. Mon attention était portée sur la situation dans son ensemble, gérer mon immeuble, prendre des décisions justes mais fermes, et prouver que je n'étais pas le maillon faible qu'ils avaient tous supposé. Les leçons de grand-père résonnaient dans ma tête, jouer sur le long terme, rester vif d'esprit, ne laisser personne définir sa valeur. Jérôme avait essayé,
et cela lui avait coûté tout ce qu'il chérissait. Je n'avais pas besoin d'applaudissements ni de réconciliation. J'avais ma maison, mon entreprise, et le pouvoir de décider qui restait et qui partait. C'était suffisant.